Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau format spot de Comme d'Archi dédié à l'héritage. L'héritage de nefs fabuleuses, revitalisées via l'agence Châtillon Architectes. L'héritage, celui que nos ancêtres ont bâti et dont nos contemporains ont pris le plus grand soin dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors de la préparation de ces Jeux, afin d'éviter les écueils des Jeux passés, les instances chargées des travaux, notamment la Solidéo, ont beaucoup insisté sur cette notion d'héritage, pour moins dépenser aveuglément et se pencher sur ce qui pouvait servir l'usage compétitif tout en nourrissant un usage d'avenir, plus pérenne. Le message a été parfaitement reçu par les professionnels et quoi de plus impressionnant que les 2 réhabilitations de l'agence Châtillon Architectes dans ce cadre, respectivement celle du Grand Palais à Paris et celle de la Grande Nef de l'île des Vannes à Saint-Ouen. La nef du Grand Palais a été conçue collectivement à l'issue d'un concours par les architectes Henri de Glane, Albert Louvet, Albert Félix Théophile Thomas et Charles Giraud, ne pouvant être départagés. Ils sont choisis pour réaliser une synthèse de leurs propositions respectives et faire œuvre commune. Tandis que le toit parabolique et de panneaux latéraux translucides, structure unique de l'île de Vannes, a été conçu par Anatole Kopp, Lucien Métriche et Pierre Chazanov en 1971. Je reviens à ces restaurations emblématiques post-JO, et même si cela a été déjà largement relayé, car le sujet me semble essentiel. Pour se rendre compte, d'abord, et même si cela semble évident, ça ne l'est pas tant que ça, se rendre compte donc que certaines édifications d'aujourd'hui seront le patrimoine de demain. Pour réaliser d'autre part la dimension de ce dont nous héritons collectivement et dont il faut prendre soin. Le regard de tout à chacun est souvent désastreux sur la production contemporaine et cela ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, il est bon que la critique s'exprime. Mais cette critique a ses propres limites, surtout lorsqu'elle se déchaîne sans vraiment savoir. Penchez-vous sur les commentaires des publications portant sur le flambant neuf village des athlètes, dont le chantier de réadaptation post-Jeux Olympiques commence tout juste. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui critiquent n'y ont jamais mis les pieds et n'ont pas suivi les conditions même de sa réalisation, ni écouté par ailleurs toutes les éloges faites par les athlètes eux-mêmes à l'usage. Non, ils n'y voient que des barres HLM. Des barres HLM ? Très spécial alors, car absolument rien à voir à y regarder de près. Mais revenons à nos moutons. Eh bien, à son époque, le Grand Palais, bien reçu par la critique lors de la phase d'édification, fut, lui aussi, violemment critiqué à sa réception, comme le relate la réunion des musées nationaux. Les critiques viennent après le chantier. Une fois l'exposition universelle pour laquelle il a été construit achevée. Elles sont sévères, je cite. Si les façades de pierre du Grand Palais sont appréciées pour leur ordonnance classique, l'architecture métallique, elle, concentre tous les reproches. Trop présente, trop imposante, trop ajourée. C'est une antinomie avec la façade. On a voulu donner au métal un air de fête. L'effet est malheureux. Le grand escalier d'honneur prend des aspects de quincaillerie. Certes, la verrière de la nef impressionne et séduit, mais la vue de ses courbes depuis les quais indispose. Cette toiture interminable et morne est peut-être une construction scientifiquement remarquable, mais incontestablement laide. Elle est comparée à une énorme baleine, lamentablement échouée sur les bords de la Seine. Fin de citation. À l'heure où je vous parle, le Grand Palais, après sa nouvelle inauguration,
et son utilisation dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 entame l'achèvement complet de sa première phase de grande restauration débutée en 2021. À l'origine conçu comme un palais temporaire des Beaux-Arts, le Grand Palais est devenu l'un des monuments les plus intemporels de Paris. Construit par la République française pour l'exposition universelle de 1900, il est niché au cœur de la ville et constitue une icône de l'art et de la culture. En un siècle, le bâtiment est devenu cette vitrine internationale que l'on connaît de la scène culturelle française, accueillant les plus grandes expositions et manifestations du monde. Tout au long de l'histoire, le Grand Palais a été confronté à la fragmentation et à l'abandon, et à sa démolition, qui a été même envisagée dans les années 1960, avec un projet de Le Corbusier. La mort de ce dernier avorta le projet. Le Grand Palais resta, mais au fil du temps, certaines parties du bâtiment ont été fermées au public. Chatillon Architectes, connu pour sa capacité à transformer les structures existantes et ou patrimoniales, a abordé ce projet en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience de l'usager. Entre autres, l'amélioration de l'accès, de la lumière naturelle et la reconnexion du Grand Palais avec les autres bâtiments et l'environnement urbain. L'opportunité de redévelopper une icône est extraordinaire, mais le Grand Palais se révèle être bien plus que cela, déclare François Chatillon. Et d'ajouter, c'est l'occasion de redonner à l'édifice un usage public permanent, de réaménager les terrains environnants, de reconnecter le bâtiment à la ville et d'en faire un lieu de vie. L'occasion de l'adapter aux Jeux Olympiques et aux générations futures en fait un projet absolument unique en son genre. Fin de citation. Pour cette première rénovation majeure, dans l'histoire du bâtiment, les architectes se sont appuyés sur des milliers de plans et de documents d'archives. L'objectif est de créer un nouveau sentiment d'unité et de cohérence dans les différents espaces. L'impact de la restauration est considérable. Factuellement, si le projet permet d'améliorer l'accessibilité du public, il augmente aussi sa capacité d'accueil à hauteur de 60% pour les événements dans la nef. L'introduction de nouvelles connexions entre les 3 espaces principaux, couplée à l'introduction de nouveaux usages, permet d'accéder à la nef en toute sécurité. La circulation revisitée, de nouveaux services installés, et il est temps de redécouvrir les éléments historiques. À l'occasion, d'ailleurs, de la création d'un nouveau parcours intérieur, gratuit, allant du square Jean Perrin à la Seine, en passant par la place centrale, reliant le palais d'Antin et la nef. En créant un accès public, comme jamais auparavant, Chatillon Architectes a supprimé les murs et les séparations qui avaient été installées au fil du temps, notamment en rétablissant l'axe central d'origine du bâtiment, reconnectant la nef principale avec le palais de la Découverte, restaurant une vue de la rotonde qui n'avait pas été vue depuis 1939. Les balcons de la nef, qui présentent pour certains des porte-à-faux remarquables, ont également été renforcés et restaurés. Ils offrent de nouvelles perspectives à travers la grande structure. La restauration permet non seulement de faciliter la circulation dans le bâtiment, mais aussi de reconnecter le Grand Palais au paysage historique de la ville, renouvelant le lien avec les sites voisins, tels que les Champs-Élysées et le Petit Palais. Les nouveaux jardins publics du Grand Palais, qui entourent la structure, s'inspirent des jardins des Champs-Élysées, dont ils partagent l'esprit, avec des parterres et des allées courbes, des pelouses et une sélection variée de plantes et de plantations diversifiées. Le boulevard Churchill est bordé d'un mur d'arbustes à feuillage persistant et d'une grande variété de plantes vertes, de roses, de plantes vivaces et de bulbes, 250 espèces au total, avec plus de 60 000 plantes. Les pelouses nouvellement plantées sont irriguées par eau de pluie, la pollinisation et la biodiversité locale sont favorisées. La restauration du Grand Palais s'inscrit ainsi dans une solide stratégie de développement durable, intégrant des solutions techniques et des pratiques de gestion optimales dans un site d'une grande importance culturelle. Avec une profonde compréhension de l'héritage du Grand Palais, Chatillon Architectes l'a fait entrer dans une nouvelle ère, en préservant la pertinence de ce monument intemporel et en veillant à ce qu'il continue d'être un lieu de création, de l'innovation et de la grandeur. Évoquons maintenant la grande nef de l'île des Vannes, fermée en 2018 pour cause d'abandon, de dégradation, de décrépitude et de problèmes d'accessibilité. Elle a rouvert ses portes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Après 7 ans de fermeture, Châtillon Architectes y a mis en œuvre des solutions contemporaines pour redonner vie à ce bâtiment singulier, d'abord en tant que site d'entraînement olympique, puis en vue de sa restitution à la communauté locale pour un usage de centre sportif et culturel. Pour adapter le bâtiment à cet usage contemporain, l'agence a entièrement restauré la structure, a installé des équipements énergétiques contemporains, y a apporté des réparations structurelles, des améliorations à l'accessibilité, des panneaux acoustiques au revêtement de sols sportifs, en passant par les luminaires. La Grande Nef, l'une des plus grandes salles de spectacle de Paris lors de son achèvement, pouvait accueillir 5000 spectateurs et a vu se produire des artistes musicaux tels les Pink Floyd, Led Zeppelin, Bruce Springsteen et Queen, ainsi que des compétitions sportives internationales telles que la finale du championnat du monde de handball masculin en 1981. Le bâtiment est également devenu un lieu politique important, accueillant de nombreux congrès du Parti communiste français. Situé à l'extrémité sud de l'île Saint-Denis, sur un site peu construit, la Grande Nef présente une silhouette distinctive qui contraste fortement avec son environnement. La pièce maîtresse du centre sportif présente un toit incurvé qui rappelle le dessous d'un bateau, en référence au paysage fluvial du site. Reconnue en 2007 comme patrimoine du XXe siècle et inscrite au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture, la Grande Nef constitue une prouesse d'ingénierie de son temps. La vaste salle intérieure s'étend sur 3000 m² et mesure 98 mètres de long, 51 mètres de large et 26 mètres de haut. Sa superstructure est constituée de 2 arcs inclinés en béton de 25 mètres de portée, reliés par un réseau de tirants supportant la toiture, contreventés par des poteaux de façade. Rompant avec le rationalisme cubique des parois verticales, ce bâtiment offre un effet spatial unique. Ainsi, sa rénovation fut l'occasion pour Châtillon Architectes d'adapter et de moderniser le bâtiment en rétablissant l'intégrité technique et esthétique de la structure tout en introduisant les fameuses installations de pointe conformes aux normes contemporaines en matière d'énergie et d'accessibilité. Aujourd'hui, la Grande Nef peut accueillir 1500 personnes assises et 4500 personnes debout. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.